d'être venu. Je pense que votre présence en nombre est significative de la situation que nous connaissons. Cette situation me semble avant tout révélatrice, c'est-à-dire que l'épisode que nous avons connu, celle du refoulement d'un avocat étranger à son entrée dans le sol sénégalais, permet de rompre un certain nombre d'illusions sur l'état du système politique sénégalais et de la nature du régime auquel mon client s'oppose aujourd'hui. M. Sonko fait l'objet, depuis un certain nombre d'années, d'une persécution rare parce que il n'est pas habituel que des personnalités aient la capacité à résister, comme il l'a fait, aux différentes violences qu'il a subies depuis un certain nombre d'années, aux côtés de ses conseils, aux côtés de ses partisans, aux côtés de ses militants. Lorsque je suis venu à Dakar, j'avais pleinement conscience de l'importance de ce procès, évidemment, la pantalonnade qu'essayait de mettre en place le régime, ce simulacre de démocratie et de justice pour justifier l'élimination politique, mais potentiellement aussi physique, d'un opposant. Je savais les morts qui nous contemplaient et je l'ai énoncé dans un message sur les réseaux sociaux pour prendre à témoin le peuple sénégalais dans la perspective d'une éventuelle intervention et tentative d'opposition de la part du régime à ma venue. Et très conscient des risques qu'il existait, non seulement, évidemment, comme c'est arrivé, de refoulement, détention, expulsion, mais éventuellement d'incidents qui auraient pu être provoqués sur le territoire sénégalais au prétexte de la situation et des conséquences qu'ils auraient pu avoir, y compris sur mon intégrité physique. Donc nous n'étions pas venus naïvement et nous savions parfaitement au risque auquel l'on était confronté. On avait appris, peu avant mon arrivée, que l'Élysée avait dépêché une mission en toute urgence, juste après ma désignation, sur le sol de Dakar, avec la numéro 2 de la cellule de l'Élysée en personne, qui s'était rendue au palais présidentiel afin de tenter, selon les mots de l'Élysée, de trouver une solution à la situation politique du Sénégal. Et donc on se retrouve dans une situation où la France encore considère qu'elle a à intervenir dans le jeu supposément démocratique du pays pour décider ce qui devrait intervenir, quelles doivent être les décisions de justice qui sont prises, quels sont les opposants qui ont le droit ou non de se présenter aux élections et dans quelles conditions. Cela fait des années que M. Sonko dénonce ces interventions. Cela fait des années que M. Sonko dénonce cette compromission des autorités sénégalaises à l'égard de la France et la perte de souveraineté que cela implique pour le peuple sénégalais. C'est très important d'insister sur ce point, car les personnes qui aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest particulièrement, défendent un multilatéralisme, défendent la possibilité de pouvoir s'appuyer sur plusieurs alliances avec de grandes puissances, ont pour objectif de les mettre en concurrence entre elles pour servir, in fine, leur peuple. Ceux qui le font pour accaparer des ressources sont des traîtres. Ceux qui le font pour améliorer la compétitivité de leurs économies, pour améliorer les investissements dans leur pays, sont des personnes qui travaillent pour le peuple. Il me semble que M. Sonko n'est tombé dans les travers d'aucun de ses pairs et n'a à aucun moment cherché à remplacer un colonisateur par l'autre. Il cherche à recréer une souveraineté sénégalaise, redonner au peuple le contrôle notamment sur ses ressources, à un moment où l'augmentation de l'exploitation des ressources gazières et pétrolières rend particulièrement avide et violente cette caste politique, ce qui explique les tensions qui sont en train de monter dans la perspective des élections de février 2024, ce qui explique par ricochet la tension et la violence que l'on tente d'infliger aux avocats et à tous ceux qui essayent d'empêcher le déraillement des procédures supposément démocratiques qui doivent avoir cours au Sénégal. Aujourd'hui, le régime sait parfaitement que si M. Sonko se présente, il sera élu président du Sénégal. Il sera le prochain représentant du peuple sénégalais et avec un espoir qui se lèvera pour l'ensemble du territoire, du règlement de la Casamance à la question de la situation et des ressources gazières, pétrolifères, la répartition des ressources de façon générale, l'intégrité territoriale du pays et aussi une évolution géopolitique majeure qui inquiète encore une fois la France, qui craint de perdre l'un de ses derniers soutiens en Afrique de l'Ouest et peut-être en Afrique francophone avec la Côte d'Ivoire, soutien qu'elle est prête à tout pour garder, y compris en faisant refouler un de ses ressortissants sur le territoire de Dakar, en demandant à M. Macky Sall, dit
d'y parvenir de façon à éviter une alliance politique qui pourrait être générée entre la force d'opposition et des représentants comme moi, d'une partie de la population française qui est aujourd'hui lourdement opposée à M. Macron. Car il ne faut pas se tromper aussi sur ce point. M. Sonko n'a pas fait appel à moi seulement en tant qu'avocat et en tant qu'avocat pénaliste. M. Sonko sait parfaitement ce que je représente en France et l'importance d'une alliance qu'il doit constituer alternative au régime corruptif qui aujourd'hui lie le Sénégal et la France. Il sait l'importance pour le Sénégal, pour le peuple sénégalais, de s'allier au peuple français. Car il faut rappeler que le peuple français n'est pas responsable du pillage, de l'extorsion, de la colonisation qui ont touché les peuples d'Afrique de l'Ouest ces dernières décennies. Ce sont ces élites qui se sont enrichies, ce sont ces élites qui ont profité de ces liens, ce sont ces élites qui encore aujourd'hui se font inviter régulièrement au palais présidentiel pour se voir répartir des ressources. Et lorsque M. Sonko fait appel à des individus qui luttent contre la corruption de ces élites à l'étranger, il cherche à faire miroir avec son combat. M. Sonko s'est fait connaître sur la scène sénégalaise par sa dénonciation de la corruption des élites, par son intégrité. Il intervient dans les médias étrangers en montrant des photos de Thomas Sankara pour s'intégrer justement dans cette longue perspective de lutte pour l'émancipation des peuples en Afrique de l'Ouest contre leurs élites, contre la corruption et contre l'asservissement à des puissances étrangères. C'est exactement ce que nous faisons en France. Et c'est exactement pourquoi, lorsque nous payons le prix au Sénégal de cet engagement, nous savons très bien qu'il est le reflet de notre engagement en France. Est-ce que cela implique que nous soyons venus comme politiciens, comme agitateurs, comme militants sur le territoire sénégalais? Pas du tout. Et c'est pour ça que cette inquiétude qui a germé au sein du pouvoir sénégalais a ricoché de l'inquiétude qui naissait à l'Élysée. Et la conjonction de ces inquiétudes a provoqué cet acte qui est délétère et catastrophique pour le pouvoir actuel pour une raison très simple, c'est qu'il permet de révéler, de montrer que tout ce qui se passe sur le peuple et sur le territoire sénégalais, en fait, n'est qu'une simagrée de démocratie, une simagrée de justice. Et je sais à quel point il est difficile parfois de faire connaître les abus que l'on subit sur son territoire à l'étranger. Et mes confrères sénégalais, qui depuis des années souffrent de violations extraordinaires de leurs droits et de leur capacité à exercer leur magistère, qui encore le 30 mars, pendant que j'étais refoulé, arrêté puis refoulé par 7 hommes en armes dès ma sortie de l'avion, qui m'indiquaient que c'était une façon de me rendre hommage du fait de mon importance, qui disaient qu'ils raconteraient à leurs petits-enfants qu'ils avaient arrêté Juan Branco, et qui en même temps étaient d'une agressivité extraordinaire pour essayer de m'intimider dans un premier temps jusqu'à ce que je réussisse à calmer les choses en essayant de me saisir mes documents, mes ordinateurs et tout ce que j'amenais au procès pour prouver l'innocence, car c'est très important de répéter, l'innocence de M. Sonko, la nullité des procédures. Eh bien, ses confrères sénégalais, il faut le rappeler, il faut insister, ce qui m'est arrivé est arrivé à l'ensemble de l'équipe de défense de M. Sonko, car ils ont été expulsés de la salle d'audience. Et donc, ce qui m'est arrivé n'est qu'une image d'une situation plus générale par laquelle, entre la ville morte que l'on a organisée à Dakar pour s'assurer que le peuple ne puisse pas se faire entendre ce jour-là, et les expulsions d'avocats qui visaient à réussir le simulacre de procès que l'on mettait en place, qui ne visait qu'une chose, à s'assurer que la décision qui avait été prise entre le palais présidentiel et l'Élysée, qui consistait à calmer les choses entre guillemets, mais c'est dire le niveau de dépendance de l'appareil judiciaire dans ce pays, où on se retrouve avec des réquisitions d'1 an ferme, de 2 ans avec sursis, et une décision qui finalement reste sous le seuil de l'inéligibilité. Par miracle, par hasard, soudain, pourquoi? Parce que l'on a changé quelques heures auparavant le juge. Et pourquoi l'on a changé quelques heures auparavant le juge? Comment cela se fait qu'alors que l'affaire était déjà renvoyée, c'est-à-dire que le tribunal était saisi? C'est-à-dire que le juge en question devait présider à cette audience. Pourquoi il ne l'a pas fait? Eh bien, tout simplement parce qu'on a cherché à lui imposer un accord politique qu'il a peut-être refusé, qu'en toutes circonstances on a trouvé quelqu'un qui l'accepterait, et que cet accord, comme l'a rappelé Maître Pierre-Olivier Sur, mon confrère qui s'est déshonoré en plaidant devant une salle vide, qui s'est déshonoré en plaidant alors que son confrère du même barreau était refoulé au même instant parce qu'il ne faisait pas partie du camp présidentiel, parce que lui, contrairement à Monsieur Sur, à Maître Sur, n'allait pas faire des salam-alek au palais présidentiel pour essayer de montrer de quel côté il était et de cette façon s'assurer sa capacité à pouvoir plaider. Qui s'est déshonoré enfin en justifiant mon expulsion, en prétendant que j'aurais appelé à l'insurrection, en prétendant que j'aurais traité de tyran Monsieur Sall, qui a démontré sa tyrannie.
en me refoulant et en refoulant l'ensemble de mes confrères. Je ne l'avais pas dit jusqu'alors. J'avais dit que le 30 mars, l'on saurait s'il y avait l'avènement d'un régime tyrannique. L'on saurait si la nature démocratique du régime sénégalais était encore existante ou pas. Et j'avais dit, on saurait si M. Sall, son Excellence M. Sall, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur, si M. Sall allait transformer ou non ce pays en un désert démocratique. Alors pour les Sénégalais, il est évident qu'ils n'avaient pas besoin de cet élément supplémentaire pour le savoir. Les 14 morts de 2021, les morts lors des manifestations suivantes, les 500 arrestations de militants du PASTEF ces 15 derniers jours l'avaient démontré, mais aussi l'absence par l'Assemblée nationale de capacité à siéger depuis l'année dernière. Tous ces éléments suffisent en vérité à démontrer que tout cela n'est qu'une apparence et n'est qu'une pantomime. Et le dernier espoir du peuple sénégalais, c'est la possibilité de s'exprimer par l'élection, de réussir à renverser ce régime pacifiquement. Mais que veulent-ils? Veulent-ils la révolte? Est-ce cela qu'ils veulent? Le sang, les morts une nouvelle fois? Est-ce à ce prix qu'ils sont prêts à s'accrocher au pouvoir, à accaparer les ressources naissantes et cette inégalité qui monte au sein même de la capitale, qui se voit avec ces écarts de richesse, ces produits de consommation de luxe qui commencent à émerger dans une partie du territoire pendant que tout le reste continue à souffrir, y compris de la faim? Sont-ils prêts à cela pour s'accrocher à ce pouvoir? C'est la question aujourd'hui qui se pose au peuple sénégalais et c'est la question qui doit être posée directement à M. Sall. Et s'il continue, parce qu'il y a évidemment des conséquences secondaires, l'épuisement de M. Sonko, voilà l'objectif. L'objectif, c'est de jouer avec ses nerfs, c'est de le faire varier, d'essayer de le mettre dans des contradictions, de dire « mais vous voyez, nous ne vous avons pas condamné à l'inéligibilité, mais on fait appel par le parquet quand même ». On fait appel par le parquet, pourquoi? Parce qu'on veut quand même essayer, peut-être, de vous déstabiliser, de voir jusqu'où vous serez prêt à résister ou pas. Et l'on veut voir si vos partisans seront capables de se mobiliser à chaque fois. Et l'on verra si face aux menaces, par exemple, des forces armées, là vous serez peut-être en mesure de reculer ou vous tenterez la mise en tension. Est-ce que les forces armées vont nous suivre ou pas? On joue avec le feu. On joue avec le feu et avec une situation qui peut dégénérer. Et là, c'est en cela que les violations des droits fondamentaux, les violations des droits de la défense, les violations et les interpellations, les arrestations, les refoulements, les suspensions de confrères, c'est là que l'importance de ces circonstances prend toute son ampleur. Parce que ces droits font barrage à la violence. C'est choses qui peuvent sembler formelles, une chose qui ne concernerait que l'élite. Ce sont des éléments fondamentaux pour protéger derrière les populations qui sinon devront se saisir de leur propre destin, devront se mettre en première ligne pour défendre leur souveraineté et en payeront chèrement le prix. Et M. Sonko est extraordinairement raisonnable, essaye de calmer les choses, vous l'avez vu pour le 3 avril, recommence en fait dans une optique où il essaye de gagner du temps et du terrain pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles en 2024 et gagner légitimement le pouvoir et surtout sortir de là où ils sont ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. M. Sonko fait partie d'une coalition qui compose de nombreuses forces politiques, il n'est pas seul, et ce n'est pas en l'affaiblissant, lui, qu'ils réussiront à détruire l'opposition. Il faut qu'ils aient conscience de cela. Il a parfaitement conscience à la fois de sa force et des vulnérabilités que sa position actuelle le présente face au pouvoir. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est aussi de relâcher la pression pour une raison très simple. Messieurs, mesdames, M. Sonko est très probablement votre prochain président. Et un président qui arrive épuisé à ses fonctions, parce qu'on l'aura harcelé pendant des mois et des mois, sans avoir laissé le temps à cet homme de se préparer, de préparer le programme de gouvernement qui arrive. M. Sonko, depuis des années, le fait. Depuis des années, publie des ouvrages, travaille sur l'éducation, avec son ouvrage Solutions, ainsi de suite, s'assure justement que ce travail est fait. Mais on essaye de le faire oublier, de lui faire oublier le peuple sénégalais. Et on essaye de le présenter comme quelqu'un qui serait obsédé par son propre destin. C'est ça l'objectif. Quand vous harcelez quelqu'un, quand vous harcelez un opposant, évidemment, il est obligé de se défendre. Et vous le faites parler de lui plutôt que du peuple, et vous essayez de créer un écart. Ça ne fonctionnera pas. M. Sonko est fondamentalement lié à sa terre, fondamentalement lié à son peuple, et ne tombera pas dans ce piège. Mais vous, ayez conscience de la stratégie qui est adoptée, des conséquences qu'elle peut avoir, et de la fragilisation générale qui peut intervenir pour le peuple sénégalais. Nous avions préparé, et je vais vous dire un mot avant évidemment de répondre à vos questions, sur l'aspect purement juridique. Parce qu'encore une fois, nous avons parfaitement conscience de la dimension et de la nature fondamentalement politique de cette procédure. Nous avions préparé des conclusions de nullité et de relax que l'on va vous partager. Et l'on va vous les partager pour une raison très simple. On veut vous démontrer que nous sommes venus, en avocat, faire du droit. Car le respect prime dans mon rapport
au Sénégal, y compris aux autorités sénégalaises, malgré leur attitude. Jusqu'au dernier moment, mon intention était de croire dans leur simulacre, de croire dans la comédie qu'ils essayaient de mettre en œuvre et de jouer le jeu. Et de leur démontrer qu'avec leurs armes, celles du code pénal sénégalais, celles du code de procédure pénale sénégalais, ces armes suffisaient à faire sauter cette procédure, à en démontrer l'inanité et à démontrer l'innocence de M. Sonko. Et donc nous avions préparé de façon très élaborée des conclusions de relax, des conclusions de nullité qui suffisaient, et le pouvoir le sait, à faire sauter cette procédure et à permettre à M. Sonko de se présenter en février 2023 et 2024. Et c'est pour cela également que nous avons été exclus du Sénégal et que cette intervention violente est venue m'empêcher de me présenter avec mes confrères avec lesquels nous avions préparé un plan de défense très élaboré avec des confrères étrangers de plusieurs pays africains qui étaient venus également en appui à M. Sonko pour déconstruire ce discours et l'évacuation de mes confrères et mon expulsion avec un objectif, éviter que l'on tourne en ridicule cette procédure qui n'avait qu'une fonction, tenter d'écraser, d'éliminer M. Sonko. La procédure était nulle et on le démontrera en appel et c'est aussi un point que je souhaite vous dire, je souhaite revenir à Dakar. Et je n'attends qu'une chose, c'est que ces autorités se rendent compte que ce communiqué de presse du ministère de l'Intérieur était ridicule, que ce communiqué du ministère de l'Intérieur prétendant justifier l'expulsion d'un avocat venu défendre un Sénégalais aux côtés de confrères n'avait aucun sens et ne faisait que confirmer ce que nous avions annoncé, c'est-à-dire l'émergence et la naissance d'une tyrannie sur le territoire sénégalais. Et il faut mesurer la puissance de ces mots et leur importance. La tyrannie, cela veut dire l'arbitraire, cela veut dire la terreur partout, à tout moment, de façon incalculable pour n'importe quel citoyen. Parce que la tyrannie commence toujours vis-à-vis de ceux qui sont politisés. Mais elle s'étend progressivement au reste de la population. Car en faisant régner l'arbitraire, c'est-à-dire que vous donnez un pouvoir aux magistrats, aux policiers, de faire ce qu'ils veulent. Vous leur donnez l'autonomie de réprimer, et évidemment, qu'arrive très vite, l'autonomisation de leur action. Et peu à peu, leur décision de faire du mal pour servir aussi leurs intérêts personnels. Et c'est pour ça qu'il faut tenir en le plus grand mépris des régimes autocratiques, parce qu'ils font trembler l'ensemble de la population, y compris pour des raisons non politiques, à terme. Et donc il faut lutter férocement, et j'invite le peuple sénégalais à lutter par tout moyen contre l'installation de cette tyrannie, car le risque est immense pour eux, à terme, d'en souffrir des conséquences qu'ils n'imaginent même pas. La préservation de l'îlot démocratique qui a été le Sénégal pendant des décennies est essentielle pour le Sénégal et pour le reste de la sous-région, à un moment où justement nous arrivons à une bascule des peuples, à une bascule de l'Afrique de l'Ouest dans une nouvelle phase, la phase finale de la décolonisation, après la décolonisation formelle, la décolonisation des esprits, la décolonisation économique. Et il faut absolument que cette décolonisation ne se fasse pas au profit de potentats, au profit de petites élites corrompues, mais au profit du peuple qui doit se saisir de son destin, profiter de l'augmentation des moyens qui va lui être attribuée pour investir dans l'éducation, dans les services publics, comme le propose M. Sonko, afin de s'assurer que vous puissiez devenir une grande puissance qui sera regardée avec respect dans le monde entier. La France, le peuple français, plutôt que la France. Parce que la France, en tant qu'État, continue à jouer à ces petits jeux de manigance et continue à penser qu'elle peut envoyer des délégations secrètes de palais en palais pour essayer de manigancer et manipuler le peuple. Le peuple français regarde avec une admiration extraordinaire ce qui est en train de se passer depuis plusieurs années au Sénégal, car le niveau de résistance qu'a démontré le peuple sénégalais est inédit. Sa capacité à résister depuis des années aux offensives politiques, judiciaires, du pouvoir actuel pour essayer d'écraser l'opposition est admirable et assez singulière. C'est très rare de voir comment une force comme celle-ci s'installe. Et encore une fois, votre présence aujourd'hui, ici, le démontre aussi, car le pouvoir journalistique, le pouvoir médiatique est essentiel. La capacité pour le peuple sénégalais d'être informé de ce qui se passe est tout aussi importante que la lutte que mènent des personnes comme M. Sonko. Car c'est non pas que je cherche à vous faire des alliés, M. Sonko, je ne peux pas vous causer de problème, mais évidemment, vous avez un point commun avec lui, quoi que vous pensiez de lui, c'est votre lutte pour la démocratie et pour la capacité à la libre expression, et vous aurez, j'espère, la même exigence à son égard s'il devient le président de la République l'année prochaine que vous avez aujourd'hui à l'égard du pouvoir actuel. C'est essentiel que vous continuiez à relayer les paroles d'opposition, les dérives de toute forme de régime, et pour cela, il faut que vous ayez des protections qui aujourd'hui commencent à se fragiliser, et on a bien vu que les pressions sur les journalistes aussi
y compris sur des correspondants de l'AFP, comme nous l'avons vu il y a quelques jours, sont extraordinaires et ont vocation à produire une intimidation qui ne va pas seulement sur le plan judiciaire à l'égard d'avocats, pas seulement sur le plan politique à l'égard d'opposants, des cadres du PASTEF au-delà de M. Sonko, mais aussi sur les journalistes qui servent dans un régime démocratique sain de relais à l'égard du peuple. Je vais vous partager ces conclusions. Il me semble important qu'elles soient diffusées, que le peuple sénégalais se rende compte de l'inanité des procédures, à la fois des procédures et du fond. Nous n'avons pas peur qu'elles émergent avant l'appel. Nous ne sommes pas dans une stratégie. Nous savons que nous sommes dans le droit. Nous savons que nous avons le droit de notre côté. En face, ils pourraient en profiter pour essayer d'organiser une offensive, etc. Mais nous préférons cela. Nous préférons nous mettre sur le terrain du droit plutôt que essayer d'espérer qu'en appel, peut-être une audience soit organisée de façon sincère. À mon sens, dès le moment que l'on a cherché à arrêter M. Sonko, alors que l'on était sur des délits de presse, dès le moment qu'on l'a violenté lors de l'avant-dernière audience, dès le moment que l'on a tenu l'audience de première instance sans avocat, alors que le prévenu n'était pas là, la procédure de toute façon n'a plus aucun sens. N'a plus aucun sens et il y aurait une forme de dignité à y renoncer. Mais s'il faut jouer, nous jouerons. Et nous gagnerons. Et nous gagnerons pour une raison très simple, parce que nous vous transmettrons ces arguments en avance, parce que le procès, nous allons le tenir aussi en dehors de la salle d'audience. Nous allons donner au peuple sénégalais la possibilité d'entendre nos arguments, d'y avoir accès, et à partir de là, chacun pourra penser et se déterminer si oui ou non M. Sonko a produit un faux, non. Si oui ou non M. Sonko a injurié M. Nyang, non. Si oui ou non M. Sonko a diffamé le ministre ou le particulier M. Nyang, parce que là aussi il y a une confusion que l'on déconstruit et qui sert aussi de fondement à notre attaque aux procédures en cours, non plus. Aucun de ces trois chefs d'inculpation n'est fondé, aucune de ces procédures n'était légitime, et elles tomberont, que ce soit par la force du droit ou que ce soit par la force de la vérité. Je vous remercie et je suis ravi de répondre aux questions que vous aurez imposées à partir de cet instant. Bonjour, monsieur Branco. Oui, moi c'est Pape Chafal, administrateur du site Sénéjet. Monsieur Branco, pensez-vous vraiment être malin de se rendre dans un pays pour défendre son client et de s'attaquer au président et aux institutions de ce pays avant d'être présent? Est-ce que vous pensez que vous avez mal agi en traitant le président sénégalais de tyran et des institutions d'appeler, comme le dit le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome, à une insurrection? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment malin aller, au lieu de s'y rendre de façon tranquille et de défendre votre client une fois sur place? Monsieur, n'essayons pas d'être malins pour commencer. Je pense qu'il y a une forme de respect à avoir quant à la gravité de la situation et des enjeux qui sont en place. Ça, c'est un premier point. D'autre part, il y a aussi une forme de respect de la part des autorités sénégalaises quant à un principe fondamental, pardonnez-moi de le rappeler, qui s'appelle la liberté d'expression. Je relis ce communiqué indécent qui entachera l'histoire de ce pouvoir, non pas du peuple sénégalais qui a montré sa honte à l'égard de l'attitude de ces autorités, quelle que soit son opinion. C'est très important de rappeler. Monsieur le ministre, il y a un rappel d'attachement de l'État du Sénégal aux valeurs d'hospitalité et de teranga qui ont toujours caractérisé notre pays, à condition qu'elles soient sous-tendues par le respect dû à nos institutions et nos valeurs démocratiques. Qui ne respecte pas les valeurs démocratiques du Sénégal aujourd'hui? Qui, en expulsant un avocat qui a dit qu'une audience de première importance allait déterminer si l'on transformait le Sénégal en désert démocratique ou non, et si une tyrannie arrivait, non pas en disant que son Excellence M. Sall était un tyran, mais que l'audience du 30 mars permettrait de savoir si il choisissait la voie de la tyrannie ou non. Vous voyez la différence. Et qui disait qu'il y avait 14 morts qui regarderaient par-delà les juges, et que derrière eux se trouverait tout un peuple. Si cela, c'est un appel à l'insurrection, si le rappel de l'importance des principes fondamentaux d'une démocratie, de la nécessité qu'elle soit installée sur la souveraineté populaire, que le peuple, au nom duquel se fait justice, soit entendu et soit respecté, et ait le droit d'être représenté dans les élections démocratiques. Si c'est cela un appel à l'insurrection, alors l'insurrection est un droit sacré. Alors la tyrannie en effet est installée. Et alors ce communiqué finit par rétablir ce qu'il était censé dénoncer, à savoir que M. Sall ne respecte pas son peuple et ne respecte pas l'autorité démocratique dont il est censé être le garant en tant que président du Sénégal. Et un avocat, dans le cadre d'une défense d'un opposant politique,
n'a non seulement le droit, mais le devoir de dénoncer cela, de porter cette parole, de prendre le risque pour son client et de s'assurer qu'il sera entendu par-delà les difficultés qui pourraient lui être faites en tant que citoyen sénégalais. Il est essentiel, non pas pour insulter le peuple sénégalais, mais au contraire pour l'aider à se défendre et à se protéger, sur sollicitation de l'un de ses représentations, sur invitation, non pas de M. Sall. Que je sache, le Sénégal ne lui appartient pas. Que je sache, le peuple sénégalais reste souverain de savoir qui peut venir ou non sur son territoire. Et si l'un des membres de ce peuple sénégalais, en l'occurrence M. Sonko, un éminent membre, décide d'avoir dans son équipe d'avocats, constituée de 30 avocats sénégalais, un avocat français, espagnol, qui vient soutenir cette cause, qui vient tenter de porter la parole, qui vient tenter de faire contrepoids à l'arrivée de sorciers blancs qui cherchent à manipuler la démocratie sénégalaise, et qui le fait ouvertement, non pas justement par ces manigances qui ont détruit la démocratie sénégalaise et qui continuent de la détruire, mais qui vient ouvertement dans une fonction d'avocat, sincère, sans jouer à des jeux de palais, de cour, pour porter une parole qui soit complémentaire de celle de ses confrères. Ce n'est pas à M. Sall de décider. C'est à l'état de droit, c'est-à-dire aux institutions démocratiques, d'accueillir cette personne, de le laisser s'exprimer, de laisser porter cette parole et de repartir tranquillement sans avoir été entre-temps intimidé, brusqué, mis dans une cellule, privé de ses capacités de communication pendant des heures, avant d'être renvoyé comme si c'était quelqu'un qui venait piller le territoire. Qu'est-ce que l'on fait lorsque Marine Le Pen vient au pays? Visiblement, on l'accueille au plus haut niveau alors qu'elle a des discours racistes. Depuis des années qu'elle porte des discours discriminatoires, qu'elle participe à la violence dont souffrent les Sénégalais lorsqu'ils cherchent à venir en France, qui eux souffrent au quotidien justement de ces pratiques barbares qui consistent à expulser, à traiter selon l'origine ou selon la forme de pensée de façon délétère des individus, des êtres humains. Cette personne qui alimente la haine, elle n'est non seulement reçue avec des honneurs, mais éventuellement, selon certaines sources, paraît-il, est financée. Sur quel fondement? Et en tirant des ressources d'où? Des Sénégalais qui sont exploités, qui travaillent durement pour essayer de survivre, et l'on distribue des millions sans aucune difficulté. Et il faudrait justifier que parce que j'ai dénoncé les dérives qui touchaient mon client, non pas en colon qui arrive pour expliquer aux Sénégalais ce qu'ils doivent penser, etc. Non, pour porter la voix, la parole d'une personne qui est enfermée chez lui, que l'on empêche de faire campagne, que l'on empêche de porter sa parole, qui a besoin de représentants de relais de tout ordre, burkinabé, français, espagnol, européen, asiatique, qu'importe, qui a besoin d'un maximum de personnes qui viennent s'assurer que l'on n'écrasera pas les millions de personnes qui le défendent derrière lui, qui viendra s'assurer que malgré son contrôle judiciaire qui l'empêche d'aller à l'étranger, des liens seront tissés avec les peuples du monde entier pour s'assurer que lorsqu'il deviendra président du Sénégal, les intérêts des Sénégalais seront défendus sur l'ensemble du territoire mondial et que, justement, il n'aura pas à pâtir des années d'isolement qu'il a subies. Vous voyez la stature d'homme d'État, M. Sonko, qui prévoit les conséquences de ces années d'aridité et de lutte qu'il a dû mener, et qui voit les fragilités que cela pourrait produire s'il arrivait au pouvoir, et qui cherche à les compenser de façon intelligente, qui ne va pas chercher un avocat de l'establishment en France, qui vient chercher un opposant politique, car il sait que c'est la seule façon pour lui demain de préserver son indépendance, de ne pas dépendre de sorciers blancs, de ne pas dépendre de personnes qui sont liées à des réseaux d'influence qui à son tour viendraient coaguler et alimenter et influencer son action politique. Il sait que s'il veut le respect et être respecté par des personnes et qui respecteront sa parole souveraine et qui ne chercheront pas à l'influencer, il doit venir chercher des gens comme nous. Et M. Sall, au contraire, qui aime les larbins qui viennent de l'étranger pour essayer de lui faire croire qu'il est l'homme suprême en échange de quelques ressources, eh bien M. Sall se trompe s'il pense qu'il va pouvoir atteindre à ce rapport à la souveraineté et à la dignité que M. Sonko a démontré. Une question, deux petites questions s'il vous plaît, cher Sila. Je suis le correspondant de RFM en France et l'administrateur du site Info 15. Alors, pour bon nombre de Sénégalais, cette crise s'explique par la volonté du président de la République de vouloir briguer au nouveau mandat. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous faites aussi ce lien? La deuxième question, en tant qu'avocat français, est-ce que vous avez comme objectif aussi d'internationaliser cette affaire Sonko, surtout auprès des partenaires sénégalais? Sur le premier point, que ce soit M. Sall ou un homme lige, parce qu'il y a toujours cette possibilité pour M. Sall, c'est-à-dire de faire naître une candidature dans les prochains mois s'il voit que la pression de l'Élysée est trop importante, puisque visiblement c'est la seule chose qui l'influence, c'est la seule chose qui permette d'un coup de relâcher la pression au niveau judiciaire sur un opposant, ou au contraire de la renforcer, même si on voit bien qu'il y a des factions au sein du pouvoir. On voit bien que l'appel du parquet
montre que la capacité de M. Sall à contrôler son pouvoir commence à s'effondrer, en tout cas à se fragiliser. On voit bien aussi, avec des communiqués comme celui-ci, que le niveau général de l'espace politique contrôlé par M. Sall commence à faiblir. La courtisanerie, voilà ce qui produit ce genre de communiqué. Voilà ce qui produit la médiocrité. Lorsque votre assise politique se réduit, eh bien la qualité de ceux qui s'approchent de vous, elle aussi. Et l'on se retrouve avec des gens qui ne sont fidèles à vous que parce qu'ils n'auraient jamais pu espérer avoir ces fonctions, si ce n'est par une forme de loyauté absolue, dont dépendent les pouvoirs qui sont fragiles. Alors M. Sall pourra se présenter lui-même. Visiblement, le droit ne compte plus au Sénégal. Mais peut-être que si l'Élysée lui ordonne, il fera présenter quelqu'un. Bon courage à lui pour battre M. Sonko, sans des fraudes électorales ou des manœuvres extraordinaires qui permettraient seulement de rendre l'élection quelque chose de parfaitement inexistant. Bon courage à lui. Mais la férocité à laquelle on assiste, de façon générale, encore une fois, j'en suis convaincu, est liée à la volonté d'accaparement des ressources. Le pouvoir corrompt. Le pouvoir corrompt. Et c'est pour ça qu'il faut des hommes politiques forts, dignes, intègres au départ au moins, qui ont conscience de cette corruption. Non pas parce que l'on croit en un prophète, ou en un Dieu tout-puissant qui résistera à toutes les tentations, mais parce que lorsque vous partez de cette force, eh bien, cela vous garantit que plus longtemps, les intérêts du peuple seront préservés. Un peu plus longtemps, avant un renouvellement démocratique qui permettra à nouveau de trouver quelqu'un qui défendra de façon forte. Je ne pense pas que M. Sonko soit un être parfait, mais je sens cette détermination à résister le plus longtemps possible face à cette corruption. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, humblement, en tant qu'étranger, qui n'a pas à se mêler des considérations sénégalaises, mais en tout cas, l'importance de ma défense à l'égard de M. Sonko passe par cette détermination que je sens en lui et que je souhaite défendre, encore une fois, pour que le peuple sénégalais puisse avoir le choix. Quel que soit son choix final, que la possibilité puisse intervenir et que, dans l'espoir que M. Sonko participe à cette redistribution des ressources, qui est essentielle pour le développement du Sénégal, mette en place le programme qu'il a affirmé vouloir développer, notamment sur l'éducation, dans son livre Solutions et ainsi de suite, un programme de développement qui rende le Sénégal plus démocratique et qui permette de faire du Sénégal un allié puissant du peuple français lorsque lui aussi s'émancipera de ces tutelles oppressissives. Deuxième question sur l'internationalisation. Et sur l'internationalisation, écoutez, encore une fois, j'y ai répondu déjà brièvement, mais j'y reviens. Je sais la difficulté de faire passer à l'étranger des messages sur la situation réelle d'un pays. Combien de personnes à l'étranger savent la situation de l'Assemblée nationale sénégalaise? Combien de personnes à l'étranger savent la situation de l'opposition et les événements récents? Le seul moment où on a réussi à briser ce mur de verre, c'est quand il y a eu des morts. C'est quand il y a eu des violences physiques extraordinaires qui permettaient en fait de montrer le niveau d'intimidation que l'on arrive. Notre objectif, c'est de contourner ces difficultés. Et quelque part, quel grand hommage en effet qu'ils m'ont rendu en m'expulsant, un individu qui avait une certaine renommée à l'étranger, parce que ce faisant, sans avoir à passer par la violence, sans avoir à passer par des épisodes critiques, l'on arrive à faire parler. Et c'est très important en effet que l'on arrive à faire parler, tout simplement pour qu'il y ait une prise de conscience. Non pas pour chercher à influencer les autorités, non pas pour chercher l'appui de la France, des États-Unis ou quoi que ce soit auprès d'eux. C'est le peuple sénégalais qui seul se libérera et s'émancipera. Et c'est d'ailleurs, il me semble, le discours de M. Sonko. Mais pour qu'il n'y ait plus de complaisance à l'égard de M. Sall, pour qu'on ne croie plus dans les balivernes qu'il tente de raconter lorsqu'il prétend que tout fonctionne parfaitement, que c'est seulement un agitateur un peu secondaire, accusé de 1000 crimes, qui est en train d'essayer d'enflammer le pays, et que l'on voit la réalité. Il n'y avait aucune... Vous voyez, cette expulsion, elle est magnifique parce que il n'y avait aucune justification possible à celle-ci. On voit bien, de façon assez pitoyable, ce qu'on a essayé de construire pour, a posteriori, quand ils ont vu, en fait, que ça faisait scandale. C'est seulement dans un second temps qu'ils ont essayé d'expliquer. Ils pensaient pouvoir enterrer la chose discrètement, ils se sont trompés. Donc, cet événement, il est important en cela, en ce qu'il sert de révélateur, en ce qu'il n'y a pas d'excuse possible, il n'y a pas de provocation, il n'y a pas de violence préalable, il n'y a rien qui en fait permette de justifier pour M. Sall l'acte qu'il a décidé, car par ailleurs, c'est aussi en honneur de voir que tout un président ait eu peur à ce point de mes mots. Vous voyez, ça dit quelque chose, peut-être de notre force, mais peut-être aussi de sa fragilité. Sur le plan des droits humains, avez-vous prévu avec votre client de mener des actions sur le plan international? Parce qu'on constate de nombreuses pertes humaines depuis le début.
Aussi par rapport à la situation dans les prisons sénégalaises, où c'est évident que de nombreuses personnes qui y reviennent racontent qu'il y a des fois dans des cellules, dans des chambres, plus de 100 personnes. Est-ce qu'avec votre client, vous avez prévu de mener des actions au niveau de la justice internationale? Avec mon client, avec mes confrères, Baba Sissé, Cheikh Roy Sheba, qui sont des gens extraordinairement courageux, avec la trentaine d'avocats qui travaillent sur cette affaire, de nombreuses hypothèses sont sur la table. L'une d'entre elles, évidemment, vous le savez, j'ai travaillé à Cour pénale internationale auprès du le premier procureur de la Cour pénale internationale. Après avoir été son stagiaire, il m'avait recruté. Ça m'avait permis notamment de rencontrer Abdoulaye Wade, Idriss Déby et un certain nombre d'autres personnes dans des circonstances extravagantes, dans des grands hôtels parisiens, enfin dans des situations qui m'avaient permis de voir déjà une partie de la dépravation d'une partie des élites néocoloniales qui avaient été installées sur les territoires ouest-africains et centra-africains. Je connais très bien le droit international pénal. Et je sais très bien quelles sont les conditions qui peuvent s'imposer, justement dans la perspective d'une potentielle procédure pour crimes contre l'humanité à l'égard d'un certain nombre de dirigeants sénégalais et en particulier de M. Macky Sall. Et je sais que les 14 morts de 2021, et je sais que les répressions postérieures lors des manifestations, les morts épisodiques, comme on dit, un peu hasardeuses, sorties de nulle part, peuvent constituer des crimes contre l'humanité si elles font l'objet, si elles sont, le fruit d'une politique systématique ou généralisée d'attaque contre une population civile. C'est ça les exigences qui sont établies par le statut de Rome concernant les crimes contre l'humanité. Donc cette possibilité existe et Macky Sall devrait y réfléchir. Devrait penser aussi à son avenir, à la suite. Parce que peut-être qu'il voit son avenir en ne regardant que les rivières d'or que charrie la présidence du Sénégal aujourd'hui. Ce qui ne devrait pas être le cas d'ailleurs. Le contrôle des ressources de la part d'un politicien ne devrait constituer qu'en décider comment est-ce qu'elles sont réparties et redistribuées au peuple, pas au sein d'une élite et d'une petite caste. Qu'importe. Peut-être qu'il est aveuglé par les reflets d'or qui viennent de son contrôle des ressources que lui permet sa position politique actuelle et son dévoiement. Mais il devrait réfléchir à la froideur des géoles, des cellules dans lesquelles il m'a ponctuellement placé, et au devenir plus triste, plus terrifiant, qui pourrait l'attendre s'il continuait sur une voie qui, au détriment du peuple sénégalais, produirait la mort, produirait la violence, comme parfois il semble en avoir la tentation. Et nous, en tant qu'avocats, nous avons pour fonction, évidemment, de nous préparer à toute hypothèse et de permettre à M. Sonko, à ses alliés, au peuple sénégalais, le cas échéant, d'enclencher des procédures qui mènent M. Macky Sall dans ces territoires et dans ces eaux-là. Donc, il y a là une décision fondamentalement politique qui devra être prise par M. Sonko et ses proches, décider si l'on rentre dans l'irrémédiable, une confrontation absolue, qui ne passe pas justement par la mise en danger du peuple sénégalais, mais par l'activation du droit à des niveaux que M. Sall ne peut pas contrôler et que l'Élysée, évidemment, peut influencer. Et c'est pour ça aussi que Macky Sall s'accroche autant à l'Élysée. Car il sait très bien que son devenir, à l'intérieur ou en dehors du pouvoir, passera par la capacité de l'Élysée à le protéger. Et nous savons l'influence que la France a sur ces institutions internationales. Nous savons aussi la force que peut avoir la saisine de ces institutions par un peuple en colère de par la mort de certains des leurs. Et donc, à partir de là, c'est une porte qui est ouverte, qui méritera d'être réfléchie, d'être préparée, et le cas échéant, selon l'évolution de la situation au Sénégal et la capacité de M. Sall à comprendre qu'il a aussi beaucoup à perdre en jouant à ce jeu, de se dessaisir démocratiquement de son pouvoir et de laisser la place à une opposition ou à une succession qui soit démocratiquement élue, ou au contraire jouer un rapport de force qui pourrait être très coûteux et délétère à son compte. Maître Khalid Mouillaï, administrateur du site d'information Réseau News, en même temps journaliste aussi à dakarmatin.com. Sur quelle base légale, écrite ou orale, les autorités aéroportuaires ont fait comprendre que voilà, vous devez être refoulé? Ordre de la présidence et ce que j'ai pensé. Voilà la loi aujourd'hui au Sénégal. Ce que le président dit, la police fait. Où est l'ordre, où est le droit dans un territoire où de toute façon les lois ne sont plus votées, où les procès se déroulent sans défense, sans avocat de la défense. C'est de façon orale ou écrite? Orale, bien sûr, j'ai eu droit à un courrier qui m'a été donné avec mon passeport seulement une fois arrivé à Paris, où j'ai quand même été accueilli, parce que c'est une façon aussi de signifier la continuité des intérêts politiques par 3 agents de la police aux frontières, quand même, qui m'ont amené
aussi dans leur lieu de joie, où j'ai dû attendre un certain temps avant de devoir récupérer mes effets. Dans ce décès, il n'y avait tout simplement pas d'argumentaire particulier. C'était vous n'avez pas le droit d'être ici, mon cher maître. Et vous comptez partir si vous avez la possibilité d'aller assister? Moi, j'attends En cas d'appel? Moi, j'attends une réponse des autorités de Dakar. Moi, je ne pense pas qu'il faille que l'on s'arrête là pour une raison très simple, justement. Les droits de la défense de M. Sonko sont encore violés activement. Les procédures sont encore en cours. M. Sonko a le droit d'être représenté. Et tant qu'on n'aura pas des véritables arguments, des véritables justifications à mon expulsion de ce pays, à mon interdiction de territoire du Sénégal, eh bien, nous considérons à continuer que ces droits, sont violés. Nous continuerons à considérer que ces droits sont violés et que, en l'occurrence, il n'est pas en mesure d'obtenir un procès équitable. Et donc, moi, j'attends une réaction des autorités sénégalaises qui fondent de façon un peu moins courtisane, un peu moins médiocre, un peu plus élaborée leurs décisions, qui autrement reviennent sur celle-ci, m'autorisent à revenir sur le sol sénégalais, où de nombreuses personnes m'ont témoigné de leur solidarité. Et je leur en remercie parce qu'ils font l'honneur de leur pays et ils s'assurent et ils permettent de s'assurer qu'il n'y a pas de confusion entre des autorités politiques qui sont au bord de l'imposture et un peuple qui, lui, est en désaccord profond avec des attitudes qui sont adoptées. De la même façon que nous avons très souvent honte de nos autorités, nous nous excusons des humiliations qu'elles peuvent produire à l'égard de peuples étrangers, et notamment des peuples sénégalais de façon régulière par des politiques migratoires indécentes, eh bien il y a là un effet de miroir qui a été particulièrement touchant pour moi, pour M. Sonko aussi, qui s'est senti à travers moi soutenu par cette vague d'indignation qui a été engendrée et qui montre aussi à la fois un niveau de maturité et d'attachement démocratique extraordinaire, de ces principes fondamentaux auxquels tous les peuples ne sont pas capables de s'identifier et de comprendre l'importance. Et je peux vous dire que la France a beaucoup à apprendre de la façon dont le peuple sénégalais lutte pour ses droits, car nous avons ici parfois une forme d'acceptation de l'injustice et de l'arbitraire qui me semble particulièrement indécente. Donc oui, je compte revenir à Dakar. Je compte revenir à Dakar et je ne me laisserai pas intimider. Je ne me laisserai pas intimider. Et il faut que le pouvoir sénégalais comprenne que nous venons en droit et que nous avons le droit de tenir tout discours qui ne contrevienne pas, évidemment, aux obligations légales qui nous sont imposées, mais que parmi celles-ci ne font pas partie ces pseudo-manipulations de l'appel à l'insurrection qu'ils essayent d'instrumentaliser, évidemment, pour nous intimider. Maître, une dernière question. Et si vous recevez une fin de non-recevoir des autorités sénégalaises, est-ce que vous continuez le combat ici? Et bien sûr, nous continuons encore aujourd'hui avec tous les avocats. Nous avons un certain nombre de voies de communication sécurisées où nous continuons à élaborer des documents, à préparer la défense, comme j'avais fait au préalable de mon arrivée. Nous arrivions prêts après avoir travaillé ensemble. Et s'ils pensent qu'au XXIe siècle, ils vont réussir à nous désactiver en nous empêchant simplement d'arriver dans leur cour fantoche et de plaider face à des juges qui ont probablement déjà pris leur décision, face à des procureurs qui sont aux ordres, et que c'est là que se joue le combat, ils se trompent fondamentalement. Nous voulions les prendre au mot. Nous voulions, jusqu'au bout, tenter de croire dans les principes démocratiques sénégalais et dans la capacité du Sénégal à respecter véritablement un ordre de droit. Et nous voulons continuer à le faire. C'est pour ça que nous luttons ici aussi. C'est une forme de respect que nous adressons aux autorités sénégalaises, en leur disant « Nous voulons continuer à croire à ce que vous nous proposez. Laissez-nous plaider et nous plaiderons. Nous acceptons de participer. Malgré tout ce que l'on voit, malgré toutes les manipulations auxquelles on est confronté, nous acceptons de participer à ces scènes judiciaires qui sont pourtant très largement défavorables à M. Sonko, aux intérêts de M. Sonko, et très largement contrôlées par le pouvoir. Car jusqu'au bout, nous voulons alimenter ce système démocratique et cet état de droit sénégalais. Jusqu'au bout, nous voulons nous assurer que tout aura été fait à l'intérieur de ce cadre, et non pas par l'extérieur, non pas par la révolte, comme ils essayent d'y pousser les partisans de M. Sonko, non pas par la violence. Nous aurons essayé de défendre ces droits et nous continuerons à le faire. Nous ne céderons pas à ces provocations, nous ne céderons pas à ces intimidations, nous ne céderons pas à ce chantage. C'est ma dernière question. À vous entendre parler, on a l'impression que tout se joue à l'Élysée. En tout cas, pour résoudre cette crise politique, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Mais qu'est-ce que Macky Sall sans l'Élysée aujourd'hui? Un homme qui n'a plus le soutien de son peuple.
un homme qui peine à avoir une autorité sur les différentes factions du pouvoir, un homme qui est obligé de nommer des courtisans à des postes aussi importants que le ministre de l'Intérieur, que le ministère de l'Intérieur, pour essayer de s'assurer un semblant de cohésion sur un pouvoir déliquescent. Qu'est-ce que Macky Sall aujourd'hui sans l'appui de l'Élysée? Et qu'est-ce que cela dit de ce pouvoir? Qu'est-ce que cela dit de ce pouvoir qu'une telle dépendance existe à l'égard d'une puissance étrangère? Qu'est-ce que cela dit de la nécessité de resouverainiser le peuple sénégalais, de l'émanciper de ces liens post-coloniaux et d'enfin réussir à tisser des alliances, qu'elles soient régionales ou internationales, qui permettent de ne dépendre de personne, ni des Russes, ni des Chinois, ni des Français, ni des États-Unis, de l'ensemble des territoires, de l'ensemble des populations qui ensemble justement doivent se battre pour que chacun puisse se déterminer sur son propre territoire, sur sa propre terre, sur son propre pays. Aujourd'hui, Macky Sall ne participe pas à ça. Aujourd'hui, Macky Sall, en expulsant un avocat étranger qui venait simplement faire son office, montre son inféodation à l'égard d'autres pouvoirs et montre sa fragilité. C'est désolant et je l'appelle, non pas sous forme de défi, mais justement pour l'amener à se respecter lui-même, à respecter le peuple sénégalais et à montrer sa force, à revenir sur sa décision, à me laisser venir sur le territoire sénégalais, à me laisser m'y exprimer devant ces tribunaux, laisser le droit s'appliquer, laisser le débat intervenir et à partir de là, voir si justement il est véritablement fort, si M. Sonko est véritablement innocent ou non, et ensuite justement laisser se dérouler selon les procédures de l'état de droit, les procédures électorales qui suivront. Que M. Sall ait ce courage, qu'il ne cherche pas à se faire appeler son excellence, qu'il ne cherche pas à emprisonner la moindre personne qui dit qu'il aurait une forme potentielle de tyrannie derrière lui. Qu'il ait ces forces-là qui, seules, incitent au respect et seules suscitent une forme de dignité et d'honneur. C'est seulement comme cela que l'on réussit à imposer son autorité et non pas par des décisions tyranniques du fait du prince qui consistent à choisir ses interlocuteurs, choisir ceux qui ont à s'exprimer ou non et qui amènent à s'avilir avec des interlocuteurs de plus en plus marginaux, de plus en plus détestés encore une fois comme Marine Le Pen, car évidemment cette visite-là est aussi un symptôme de l'isolement de M. Sall. Et ainsi un symptôme de sa fragilité et de son incapacité à trouver des relais légitimes et institutionnels. Et cela, encore une fois, est aussi dangereux pour le peuple sénégalais, cet isolement. Et il ne faut pas que le peuple sénégalais pâtisse de cette fragilité, de ce pouvoir. C'est pas que j'ai juste des questions. J'avais une question. C'est à Canada, mais moi j'avais une question. Attendez, peut-être laisser... Maître Branco, en fait, j'ai 3 questions à vous poser. J'aimerais savoir pourquoi Maître Franco fait aussi peur au Sénégal, parce que ce n'est pas la première fois qu'on est un avocat français ou bien un avocat de l'extérieur venir plaider pour son client au Sénégal. Je vais vous montrer. On l'a vu d'ailleurs avec mon confrère Pierre-Olivier Sûr qui a eu droit au tapis rouge le même jour. C'est-à-dire comme quoi, selon vous défendrez une personne ou l'autre. Je n'ai pas l'impression de faire peur au Sénégal. Au contraire, j'ai eu l'impression d'une vague de soutien et d'amitié extraordinaire de la part de très nombreux Sénégalais qui étaient heureux de voir des personnes qu'ils considèrent probablement comme intègres et engagées dans une lutte similaire à la leur sur leur territoire, sur leur pays, venir se joindre à eux et les accompagner et se mettre à égalité à leur côté, derrière eux-mêmes, pour les soutenir, les défendre, les protéger. Donc je pense que c'est ça que ça a ressenti. Et pourquoi est-ce que mes mots ont fait si peur à un pouvoir? Parce qu'il est fragile tout autant que parce que nous sommes forts. D'accord. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous vous préparez à une éventuelle élimination de Ousmane Sonko? Parce que beaucoup y pensent. On a vu à chaque fois qu'il y a procès, ses droits sont bafoués. Il a été plusieurs fois malmené par les forces de l'ordre. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, pensez-vous préparer une riposte au niveau de la sécurité? Mais on voit bien l'accélération du calendrier là sur l'appel sur la question de la diffamation. Quel est l'objectif? C'est de s'assurer qu'ils pourront obtenir une décision en cassation dans les délais pour l'empêcher de se présenter aux élections de février. Vous voyez que malgré nos recours, ils réussissent à intervenir. Mes très estimables confrères font un travail extraordinaire, notamment auprès de la CEDEAO déjà, pour évidemment avec une espérance très mitigée au regard du fonctionnement réel de ces institutions, pour essayer de s'assurer que tous les recours seront épuisés de façon à ce que cette offensive juridique soit contrée. C'est évidemment notre fonction. Je pense que la question que vous posez, elle est beaucoup trop grave, mais elle dit quelque chose de la situation. Lorsqu'on a un journaliste qui s'interroge sur la potentielle élimination, qu'elle soit physique ou symbolique,
juridique ou politique d'un opposant, je pense que collectivement, nous devons nous interroger sur le point de non-retour auquel nous sommes arrivés, la gravité de la situation et la nécessité de protéger par tout moyen cet individu. Voilà, il me semble que la réponse est dans la question. Lorsque l'on arrive à ces niveaux-là, et c'est ce que j'ai essayé de dire avant mon arrivée. Et c'est intéressant que M. Sall l'ait interprété comme un appel à l'insurrection. J'ai prévenu du risque de transformation du Sénégal en un désert démocratique. Car si vous éliminez un à un des opposants au pouvoir existant, ce n'est pas seulement la possibilité d'être représenté par le peuple que vous détruisez, c'est aussi les contrôles que cette pression sur le pouvoir exerce qui s'amenuise, et par conséquent la tenue de ce pouvoir lui-même. Quand bien même le pouvoir de Sall, par son truchement ou par celui d'un successeur, s'était maintenu, s'il n'a plus d'opposition, eh bien évidemment ce sera la déliquescence, ce sera la généralisation de la gabégie, parce qu'il n'y aura aucun contre-pouvoir et du coup aucun contrôle direct ou indirect par le peuple de ses actions. Et un pouvoir qui n'est pas contrôlé, c'est un pouvoir qui pille, c'est un pouvoir qui détruit, c'est un pouvoir qui fait violence. Et donc il est essentiel, encore une fois, y compris si vous êtes un supporter ou un défenseur, il en existe quelques-uns encore de M. Sall, de s'assurer que cette élimination n'intervienne pas, qu'elle soit judiciaire ou qu'elle soit physique. M. Sonko est passé par de grandes difficultés physiques. Il ne faut pas les réduire. Les policiers et agents armés qui m'ont arrêté ont refusé de me donner ne serait-ce qu'un verre d'eau parce qu'ils disaient qu'ils ne voulaient pas que l'on puisse dire qu'ils avaient tenté de m'empoisonner. Vous voyez, on est à ce niveau, y compris au sein du pouvoir. On en est là, on en est là. Et donc, je pense qu'il faut, à un moment donné, se demander, encore une fois, comment est-ce qu'on en est arrivé jusqu'à ce point, ce que cela dit. Et encore une fois, ce n'est pas une question d'élite. Ce n'est pas parce que l'avocat blanc, Juan Branco, a été expulsé. C'est ce que cela peut produire comme effet derrière, par ricochet, à terme, y compris dans les tréfonds du pays, y compris en Casamance et ainsi de suite, la violence que cela peut susciter. Aujourd'hui, M. Sonko, je parle de la Casamance parce que il porte avec lui la possibilité d'une résolution aussi de problèmes qui sont inscrits depuis très longtemps sur le territoire sénégalais et de ces populations-là. Il y a un espoir qui, s'il était brisé du fait de sa destruction, pourrait aussi engendrer des troubles spécifiques particulièrement violents. Et aujourd'hui, il arrive à porter, en fait, la possibilité d'une réconciliation. Il ne faut absolument pas briser cela. Et ça ne veut pas dire qu'il faut l'imposer comme futur président. Mais il faut s'assurer que sa figure politique soit préservée, quoi qu'il arrive. Est-ce que vous êtes... Peut-être que ceux qui n'ont pas posé de questions. C'est à Caledon ici. J'ai une seule question. S'il vous plaît. Les gars, on essaie de s'organiser. Une seule question. En vous entendant parler, on a comme l'impression que tout se décide à l'Élysée. Si tel est le cas, qu'est-ce qui explique cela au regard de la convention ou des accords de défense que la France a signés avec le Sénégal? Est-ce que ce n'est pas les accords de défense? Parce que je me rappelle que quand Macky Sall a été élu en 2012, le premier acte qu'il a posé, c'est de revenir en France d'urgence, renouveler les accords de défense entre le Sénégal et la France que l'ancien président Abdoulaye Wade avait annulé. L'armée française avait commencé donc à replier bagages pour retourner en France. Le premier acte que Macky Sall a posé, c'était de rétablir les accords de défense entre la France et le Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ces accords-là qui sont restés aujourd'hui méconnus par le peuple sénégalais et le peuple français? Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à aller dans le cadre de ces accords de défense pour comprendre ce qui explique aujourd'hui l'hégémonie de la France sur la politique intérieure du Sénégal? En quelques mots, c'est quoi l'Élysée? Un pouvoir politique qui s'y greffe, qui évolue selon les élections, selon les changements de... Et aujourd'hui, donc, nous avons une technostructure qui est accrochée à un ancien modèle, qui n'arrive pas à évoluer, qui est celui de la France-Afrique, qui est celui de la constitution de régimes amis, qui lui permettent de maintenir une influence, non seulement en Afrique, mais évidemment sur l'ensemble de la planète, à travers le siège du Conseil de sécurité de l'ONU, que cela lui permet d'obtenir. La France, en quelque sorte, était celle qui permettait d'assurer au bloc occidental que les votes à l'ONU, que ce bloc de vote d'un certain nombre de pays africains aille toujours dans la direction qui était dessinée en accord avec ses alliés, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, et ainsi de suite. Depuis quelques années, et c'est une tendance qui s'est accélérée de façon extraordinaire
à partir de ce que je considère être, là ce sont des considérations politiques et personnelles, non plus d'avocat, être le règne, et c'est évidemment pas au nom de M. Sonko que je dis cela, qui a son appréciation propre de la situation, à partir du règne de Le Drian, qui s'est prolongé entre Hollande et M. Macron, un effondrement extraordinaire de l'influence de la France sur l'ensemble du continent. La catastrophe de la politique française a amené à la catastrophe de Centrafrique, à la catastrophe au Mali, à l'effondrement du régime allié au Burkina, et du coup, une situation de tension sur les quelques territoires qui restent inféodés au pouvoir en place, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et la perte de ces derniers repères, quelque part, de cette ancienne France-Afrique, où se mêlaient des liens d'intérêt personnels, politiques, économiques, qui permettaient en fait, au-dessus des populations, d'alimenter une machine qui très souvent ne servait pas les intérêts réels, à la fois des Français, et en l'occurrence des Sénégalais, mais en général de l'ensemble des populations africaines. L'effondrement potentiel de cela touche, et en fait potentiellement de très nombreux réseaux d'influence, de très nombreuses personnalités au-delà des relations entre États. Et nous sommes face à un potentiel effondrement que la France veut éviter par tout moyen, et c'est pour ça que ces délégations ont été amenées en urgence, non seulement de façon générale pour préserver l'emprise sur le Sénégal, mais aussi pour s'assurer qu'il n'y ait pas des alliances alternatives qui commencent à se dessiner. Et là, nous sommes dans un moment de bascule potentiel où la France est prête à tout, y compris quelque part à tenter d'essayer de limiter les dégâts qu'il y a sur la démocratie sénégalaise en ce moment, y compris essayer d'obtenir des décisions qui soient plus favorables, comme ça a été le cas le 30 mars, c'est-à-dire où on entache M. Sonko, qui pourtant est innocent, mais on s'assure qu'à ce stade, encore, il puisse éventuellement se présenter aux élections. Ça, c'est la main de l'Élysée. Vous voyez, ça, c'est l'intervention de l'Élysée qui cherche à refroidir. Mais encore une fois, comment est-ce que l'on peut accepter ce mode de fonctionnement? Comment est-ce que l'on peut accepter que la visite de la numéro 2 de la cellule Afrique de l'Élysée, c'est même pas comme si on vous envoyait un haut dignitaire ou quelqu'un, on vous envoie une sorte de petit technocrate conseiller sans valeur, et c'est lui qui, dans des réunions à huis clos avec le président de la République, lui-même réussit à obtenir des changements de juge, réussit à obtenir des décisions de justice qui engagent pourtant l'avenir du peuple dans son ensemble. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à accepter ces rapports? Est-ce que vous êtes prêt encore aujourd'hui, en 2023, à un moment où justement il y a une resouverainisation de l'ensemble de l'espace ouest-africain et de façon générale de l'Afrique, que le Sénégal reste l'un, ou se transforme en l'un de ces potentats complètement dépendants de certes un allié, certes la premier partenaire commercial encore, mais qui justement risque de l'entraîner dans sa chute. L'effondrement de la France pourrait entraîner dans ces circonstances celui du Sénégal. Et il est urgent en fait de sortir de cette emprise, de reconstruire un modèle plus équilibré. M. Sonko ne dit pas expulsons tous les Français, rompons tous les liens et détruisons ce qui nous restait. M. Sonko le dit lui-même, nous avons une langue en partage, du fait de circonstances historiques très particulières, qu'il ne faut jamais oublier, mais il y a nécessairement, c'est là, créer des liens qu'on ne peut pas rompre du jour au lendemain. Mais il faut évidemment le faire à partir d'une position souveraine à nouveau, une position de force. Et c'est ce discours qui me semble raisonnable, vous voyez, qui n'essaye pas d'enflammer les choses, qui ne prétend pas du jour au lendemain qu'on va trouver des solutions miracles et compagnie, et qui, à mon sens, fait la valeur, entre autres, politique. La dernière, je rebondis sur ma question parce que je suis resté encore sur ma fin. J'évoque les accords de défense parce qu'au Sénégal, aujourd'hui, au regard de l'évolution des choses, personnellement, il ne me semble pas être évident d'avoir une issue juridique de la question. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, le régime aujourd'hui utilise des moyens non conventionnels et en dehors du droit pour s'imposer et rester au pouvoir par rapport aux enjeux énergétiques en perspective. Et c'est là où moi je ne suis pas... Ouais. C'est là où on arrive à un point où moi je peux vous tenir un discours en tant qu'opposant politique au pouvoir actuel en France. Mais je ne vais pas prendre la parole au nom du PASTEF, je ne vais pas prendre la parole au nom de M. Sonko et de ses représentants, qui seuls sont légitimes à dire quelle doit être la reconfiguration des liens avec la France, et quelle qu'elle soit sa décision et sa position, nous l'accompagnerons, car en tant qu'avocat, nous sommes justement dans une démarche de soutien à une figure politique, de protection de cette figure politique. Et évidemment, tant qu'il ne rentrera pas, et M. Sonko ne le fera jamais dans des discours de haine, de provocation ou de violence, eh bien, évidemment, nous serons à ses côtés, mais en respectant sa souveraineté, en respectant la souveraineté du peuple sénégalais.
cette souveraineté, elle est essentielle et elle sera toujours préservée et jamais je me permets. Réew dafay toll à des moments